C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer ma dernière lecture donc de L'île au trésor. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous êtes prêts, moussaillons, parce que ça va être sanglant. Faut juste que je trouve la suite. Là-dessus, le brave garçon tourna le dos au coq et se dirigea vers le rivage. Il n'alla pas loin, avec un hurlement. John saisit une branche d'un arbre, dégagea sa béquille de dessous son bras et la lança à toute volée, la pointe en avant. Ce singulier projectile atteignit Tom, en plein milieu du dos, avec une violence foudroyante. Le malheureux leva les bras, poussa un cri étouffé et s'abattit. Était-il blessé grièvement ou non? Je crois bien, à en juger par le bruit, qu'il eut l'épine dorsale brisée du cou. Mais Silver ne lui donna pas le loisir de se relever. Agile comme un singe, même privé de sa béquille, le coq était déjà sur lui, et par 2 fois enfoncé son coutelas jusqu'au manche dans ce corps sans défense. De ma cachette, je l'entendis âner en frappant. J'ignore ce qu'est un évanouissement véritable, mais je sais que pour 1 minute, tout ce qui m'entourait se perdit à ma vue, dans un brumeux tourbillon. Silver, les oiseaux et la montagne ondulaient en tous sens devant mes yeux. Et un tintamarre confus de cloches et de voix lointaines m'emplissait les oreilles. Quand je revins à moi, l'infâme, béquille sous le bras, chapeau sur la tête, s'était ressaisi. À ses pieds, Tom gisait inerte sur le gazon, mais le meurtrier n'en avait nul souci. Et il essuyait à une touffe d'herbe son couteau sanglant. Rien d'autre n'avait changé. Le même soleil, implacable, brillait toujours sur le marais vaporeux et sur les cimes de la montagne. J'avais peine à me persuader qu'un meurtre venait d'être commis là, et une vie humaine, cruellement tranchée, un moment plus tôt, sous mes yeux. John porta la main à sa poche et y prit un sifflet dont il tira des modulations qui se propagèrent au loin, dans l'air chaud. J'ignorais bien entendu la signification de ce signal, mais il m'angoissa. On allait venir. On me découvrirait peut-être. Ils avaient déjà tué 2 matelots fidèles, après Tom et Alan. Ne serait-ce pas mon tour? À l'instant, j'entrepris de me dégager et ramper en arrière vers la partie moins touffue du bois, aussi vite et silencieusement que possible. J'entendais les appels qu'échangeaient le vieux flibustier et ses camarades, et la proximité du danger me donnait des ailes. Sitôt sorti du fourré, je courus, comme je n'avais jamais couru. Peu m'importait la direction, pourvu que ma fuite m'éloignât des meurtriers. Et durant cette course, la peur ne cessa de croître en moi, jusqu'à m'affoler presque. Personne, en effet, pouvait-il être plus irrémédiablement perdu. Au coup du canon, comment oserais-je regagner les embarcations parmi ces bandits, encore sanglants de leurs crimes? Le premier qui m'apercevrait ne me tordrait-il pas le cou comme un poulet? Mon absence à une seule ne me condamnait-elle pas, à leurs yeux,
Tout était fini, pensais-je. Adieu, Hispaniola, adieu, chevalier, docteur, capitaine. Mourir de faim ou mourir sous les coups des révoltés. Je n'avais pas d'autre choix. Cependant, comme je l'ai dit, je courais toujours. Et sans m'en apercevoir, j'étais arrivé au pied de la petite montagne à 2 sommets, dans une partie de l'île où les chênes verts croissaient, moins drus, et ressemblaient davantage à des arbres forestiers par le port et les dimensions. Il s'y entremêlait quelques pins solitaires, qui atteignaient en moyenne 50 pieds et quelques-uns jusqu'à 70. L'air, en outre, semblait plus pur que dans les bas-fonds. Voisin du marigot. Et voici qu'une nouvelle alerte m'arrêta court. Le cœur palpitant. Chapitre 15. L'homme de l'île. Du flanc de la montagne, qui était si abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et ricochant parmi les arbres. D'instant, mes yeux se tournèrent dans cette direction, et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe? Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je me voyais à cette heure cerné dans toutes les parts. Derrière moi, les meurtriers. Devant, ce je ne sais quoi embusqué. Sans un instant d'hésitation, je préférais les dangers connus aux inconnus. Comparé à cette créature des bois, Silver lui-même m'a paru moins redoutable. Je fis donc volte-face, et tout en regardant derrière moi avec inquiétude, retournai sur mes pas dans la direction des canaux. Aussitôt la forme reparut, et faisant un grand détour, parut s'appliquer à me couper la retraite. J'étais là, certes. Mais eussé-je été aussi frais qu'à mon lever, je vis bien qu'il m'était impossible de lutter de vitesse avec un tel adversaire. Passant d'un tronc à l'autre, la mystérieuse créature filait comme un daim. Elle se tenait sur 2 jambes, à la manière des hommes. Mais, ce que je n'avais jamais vu faire à aucun homme, elle courait presque pliée en 2. Et malgré cela, je n'en pouvais plus douter. C'était un homme. Je me rappelais ce que je savais des cannibales. Et fus sûr, sur le point, d'appeler au secours. Mais le simple fait que c'était un homme, même sauvage, suffisait à me rassurer, et ma crainte de Silver se réveilla en proportion. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut. Et, à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. Il venait de se dissimuler derrière un tronc d'arbre, mais il me surveillait attentivement, car au premier geste que je risquai dans sa direction, il réapparut et fit un pas à ma rencontre. Puis il se ravisa, recula, s'avança, derechef. Et enfin, à mon étonnement et à ma confusion, se jeta à mes genoux et tendit vers moi des mains suppliantes. Je m'arrêtai de nouveau et lui demandai « Qui êtes-vous » ?« Ben Gunn », me répondit-il d'une voix rauque et embarrassée, comme le grincement d'une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Ben Gunn. Oui, et depuis 3 ans, je n'ai pas parlé à un chrétien. » Je m'aperçus alors que c'était un blanc, comme moi, et qu'il avait des traits assez agréables. Sa peau, partout où on la voyait, était brûlée du soleil. Ses lèvres même étaient noircies et ses yeux bleus surprenaient tout à fait dans un si sombre visage. De tous les mendiants que j'avais vus ou imaginés, c'était le maître, en fait, de haillons. Des lambeaux de vieilles toiles à voile et de vieux cirés le vêtaient. Et cette bizarre mosaïque
tenaient ensemble par un système d'attaches des plus variés et des plus incongrus. Boutons de métal, liens d'osier, nœuds de filin goudronnés autour de sa taille. Il portait un vieux ceinturon de cuir à boucles de cuivre qui était la seule partie solide de tout son accoutrement. 3 ans, m'écriai-je. Vous avez fait naufrage. Non, camarade, répondit-il, marronné. Je connaissais le terme et savais qu'il désignait un de ces horribles châtiments usités chez les flibustiers, qui consiste à déposer le coupable avec un peu de poudre et quelques balles sur une île déserte et lointaine. Ça nous rappelle un petit peu le capitaine Jack Sparrow. Marronné depuis 3 ans, continua-t-il, et pendant ce temps, j'ai vécu de chèvres, de fruits et de coquillages. À mon avis, n'importe où l'on se trouve, on peut se tirer d'affaire. Mais, camarade, mon cœur aspire à une nourriture de chrétien. Dis, n'aurais-tu pas sur toi, par hasard, un morceau de fromage? Non? C'est qu'il y a des nuits et des nuits que je rêve de fromage. Grillé surtout. Et puis je me réveille et je me retrouve ici. Si jamais je peux retourner à bord, répliquai-je, vous aurez du fromage. Au quintal. Durant tout ce temps, il avait tâté l'étoffe de ma vareuse, caressé mes mains, examiné mes souliers, et bref, manifesté un plaisir d'enfant à voir auprès de lui un congénère. Mais à mes derniers mots, il leva la tête avec une sorte d'étonnement sournois. « Si jamais tu peux retourner à bord, dis-tu » répéta-t-il. « Mais voyons, qui est-ce qui t'en empêcherait ?»« Ce n'est pas vous, je le sais. »« Sûrement non, » s'écria-t-il. « Mais tiens, comment t'appelles-tu, camarade ?»« Jim. »« Jim, fit-il avec un plaisir évident. Eh bien, tiens, Jim, j'ai mené une vie si brutale que tu aurais honte de l'entendre conter. Ainsi, par exemple, tu ne croirais pas que j'ai eu une mère pieuse à me voir. Ma foi, non, pas précisément. Tu vois, fit-il. Eh bien, j'en ai eu tout de même une remarquablement pieuse. J'étais un garçon poli et pieux, et je pouvais débiter mon catéchisme si vite qu'on n'aurait pas distingué un mot de l'autre. Et voici à quoi cela a abouti, Jim. Et cela a commencé en jouant à la faussette sur les tombes saintes. C'est ainsi que cela a commencé. Mais ça ne s'est pas arrêté. Et ma mère m'avait dit, et prédit le tout. Et hélas, la pieuse femme. Mais c'est la Providence qui m'a placée ici. J'ai médité à fond sur tout cela dans cette petite île solitaire, et je suis revenue à la piété. On ne m'y prendra plus à boire autant de rhum. Juste plein un dé, en réjouissance, naturellement, à la première occasion que j'aurai. Je me suis juré d'être homme de bien, et je sais comment je ferai. Et puis Jim, il regarda autour de lui, et baissant la voix, me dit dans un chuchotement, « Je suis riche. » Je ne doutais plus que le pauvre garçon fût devenu fou dans son isolement. Il est probable que mon visage exprimât cette pensée, car il répéta son assertion avec véhémence. « Et riche !»« Oui, riche, te dis-je. Et si tu veux savoir, je ferai quelqu'un de toi, Jim. »« Ah, oui. Tu béniras ton étoile, oui, car c'est toi le premier qui m'as rencontré. » Mais à ces mots, une ombre soucieuse envahit tout à coup ses traits. Il serra plus fort ma main, leva devant mes yeux un index menaçant et interrogea. « Allons, Jim, dis-moi la vérité. » Ce n'est pas le navire de Flint. J'eus une heureuse inspiration, je commençai à croire que j'avais trouvé un allié et je lui répondis aussitôt.
Ce n'est pas le navire de Flint, et Flint est mort. Mais je vais vous dire la vérité, comme vous me l'avez demandé. Nous avons à bord plusieurs matelots de Flint. Et c'est tant pis pour nous autres. Pas un homme à une jambe, halta-t-il. Silver? Oui, Silver. C'était son nom. C'est le coq. Et c'est aussi le meneur. Il me tenait toujours par le poignet et à ces mots, il me le tordit presque. Si tu es envoyé par Long John, je suis cuit. Je le sais. Mais vous autres, qu'est-ce qui va vous arriver? Croyez-vous? Je pris mon parti à un instant et en guise de réponse, je lui narrai toute l'histoire de notre voyage et la situation dans laquelle nous nous trouvions. Il m'écouta avec le plus vif intérêt. Quand j'eus fini, il me donna une petite tape sur la nuque. « Tu es un bon garçon, Jim. Et vous êtes tous dans une sale passe, hein? Eh bien, vous n'avez qu'à vous fier à Ben Gunn. Ben Gunn est l'homme qu'il vous faut. Mais crois-tu probable, dit, que ton chevalier se montrerait généreux en cas d'assistance, alors qu'il se trouve dans une sale passe? Remarque. Je lui affirmai que le chevalier était le plus libéral des hommes. Soit. Mais vois-tu, reprit Ben Gunn, je ne voudrais pas qu'on me donne une porte à garder et un habit de livrée et le reste. Ce n'est pas mon genre, Jim. Voici ce que je veux dire. Serait-il capable de condescendre à lâcher, mettons, 1 millier de livres sur l'argent qui est déjà comme sien à présent? Je suis certain que oui. Il était convenu que tous les matelots auraient leur part. Et le passage de retour, ajouta-t-il, d'un air très soupçonneux. Voyons, le chevalier est un gentilhomme. Et d'ailleurs, si nous venons à bout des autres, nous aurons besoin de vous pour aider à la manœuvre du bâtiment. Ça, je ne saurais pas trop. Et il parut entièrement rassuré. Maintenant, reprit-il, je vais te dire quelque chose. Je te dirai cela, mais pas plus. J'étais sur le navire de Flint lorsqu'il enterra le trésor. Lui, avec 6 autres. 6 forts marins. Ils furent à terre près d'1 semaine, et nous restâmes à louvoyer sur le vieux walrus. Un beau jour, on aperçoit le signal, et voilà Flint, qui nous arrive tout seul, dans un petit canot, son crâne bandé d'un foulard bleu. Le soleil se levait, et Flint paraissait à contre-jour sur l'horizon d'une pâleur mortelle. Mais songe qu'il était là. Lui et ses compagnons morts, tous les 6. Morts et enterrés. Comment il s'y était pris? Nul de nous à bord ne put le deviner. Ce fut bataille, en tout cas, meurtre et mort. À lui seul, contre 6. Billy Bones était son premier officier, Long John, son quartier-maître. Ils lui demandèrent où était le trésor. Oh, qu'il leur dit, vous pouvez aller à terre, si ça vous chante, et y rester, qu'il dit. Mais pour ce qui est du navire, il va courir la mer pour de nouveaux butins. 1000 tonnerres. Voilà ce qu'il leur dit. Or, 3 ans plus tard, comme j'étais sur un autre navire, nous arrivons en vue de cette île. Garçon, dis-je, c'est ici qu'est le trésor de Flint. Atterrissons et cherchons-le. Le capitaine fut mécontent, mais mes camarades de bord acceptèrent avec ensemble et débarquèrent. 12 jours ils cherchèrent, et chaque jour ils me traitaient plus mal. Tant et si bien qu'un beau matin, tout le monde s'en retourne à bord. Quant à toi, Benjamin Gunn, qu'ils me disent, voilà un mousquet, qu'ils disent, et une bêche et une pioche. Tu peux rester ici et trouver l'argent de Flint toi-même, qu'ils disent. Donc Jim, j'ai passé 3 ans ici, sans une bouchée de nourriture chrétienne, depuis ce jour jusqu'à présent. Mais voyons, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme de l'Avent? Non. Que tu dis. Et je ne le suis pas non plus. Que je dis.
Là-dessus, il cligna de l'œil et me pinça vigoureusement, puis il reprit. Tu rapporteras ces paroles exactes à ton chevalier Jim. Et il ne l'est pas non plus. Voilà les paroles. 3 ans. Il resta seul sur cette île, jour et nuit, beau temps et pluie. Et parfois, il lui arrivait bien de songer à prier, que tu diras. Et parfois, il lui arrivait bien de songer à sa vieille mère, puisse-t-elle être en vie, que tu diras. Mais la plupart du temps, c'est ce que tu diras. La plupart du temps, Ben Gunn s'occupait à autre chose. Et alors, tu lui donneras un pinceau, comme je fais. Et il me pinça derechef, de l'air le plus confidentiel. Alors, continua-t-il, alors tu te redresseras et tu lui diras ceci. Gunn est un homme de bien, que tu lui diras. Et il a un riche coup, plus de confiance, un riche coup plus. Souviens-toi bien, dans un gentilhomme de naissance, que dans ces gentilshommes de fortune, en ayant été lui-même. Bien, répliquai-je, je ne comprends pas un mot à ce que vous venez de me dire, mais il n'en est ni plus ni moins, puisque je ne sais comment aller à bord. Oui, fit-il, ça. C'est le chien-dent, pour sûr. Mais il y a mon canot, que j'ai fabriqué de mes 10 doigts. Il est à l'abri sous la roche blanche. Au pire, allez, nous pouvons en essayer quand il fera noir. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? Car à cet instant précis, bien que le soleil eût encore 1 heure ou 2 à briller, tous les échos de l'île venaient de s'éveiller et retentissaient au tonnerre d'un coup de canon. Ils ont commencé la bataille, m'écriai-je. Suivez-moi. Et oubliant toutes mes terreurs, je me mis à courir vers le mouillage, tandis que l'abandonné, dans ses haillons de peau de chèvre, galopait agile et souple de mon côté. À gauche, me dit-il. Appuie à ta gauche, camarade. Va donc sous ces arbres. C'est là que j'ai tué ma première chèvre. Elles ne descendent plus jusqu'ici à présent. Elles se sont réfugiées sur les montagnes par peur de Ben Gunn. Ha! Et voici le cimetière. Cimetière, voulait-il dire, parce qu'il écrit citomière. Tu vois les tertres? Je viens prier ici de temps à autre, quand je pense qu'il est d'à peu près dimanche. Ce n'est pas tout à fait une chapelle, mais ça a l'air plus sérieux qu'ailleurs. Et puis, dit Ben Gunn, était mal fourni. Pas de curé, pas même une Bible et un pavillon. Dis. Il continuait à parler de la sorte, tout courant, sans attendre ni recevoir de réponse. Le coup de canon fut suivi, après un intervalle assez long, d'une décharge de mousqueterie. Encore un temps d'arrêt. Et puis, à moins d'un quart de mille devant nous, je vis l'Union Jack, le pavillon britannique, se déployer en l'air au-dessus d'un bois. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma dernière lecture de L'île au trésor. Je pense que ce soir, on va tous faire de fabuleux rêves d'aventure, hein. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt. Et j'étais ravie de lire ce livre pour vous. À tout bientôt. Au revoir.